Avec la série Perspective, j'aimerais vous faire entendre la voix d'une chercheuse, d'un auteur, de personnes qui étudient, pensent le sujet de la reconversion professionnelle et aussi de la place du travail dans nos vies. Pourquoi ? Pour obtenir une autre perspective justement, resituer le parcours des personnes interviewées dans le podcast dans un contexte plus large, sans pour autant en amoindrir la portée. Et surtout, réfléchir ensemble aux évolutions professionnelles que nous traversons. Vous entendrez les tendances actuelles décodées et des conseils avisés, pour peut-être vous aussi un jour adapter votre vie à votre envie. Isabelle Olry-Louis s'est prêtée au jeu de perspective. Elle nous explique les 5 phases successives d'une reconversion professionnelle, les raisons externes et personnelles qui poussent à se lancer, même si, comme elle le dit si bien, la cause première de la reconversion reste une insatisfaction à dépasser. Isabelle est enseignante-chercheuse en psychologie de l'orientation. Elle étudie donc les phénomènes mentaux et les conduites effectives qui se révèlent quand une personne se lance dans un projet d'orientation professionnelle. Écoutons-la. C'est le premier épisode de la série Perspective du podcast Comme une évidence. Isabelle Olry-Louis, un grand merci d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast Comme une évidence. Vous êtes professeure des universités en psychologie de l'orientation à l'Université Paris-Nanterre. Vous nous accueillez d'ailleurs dans votre bureau. Ici, vous co-dirigez le master psychologie de l'orientation, de l'évaluation et du conseil et êtes membre du laboratoire parisien de psychologie sociale. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier avec Caroline Nicolas-Arnoux, paru en 2022, intitulé « Le sens des transitions et des bifurcations professionnelles ». C'est ça. J'ai souhaité vous rencontrer pour mettre en regard les parcours des personnes que j'ai interviewées dans le podcast, avec ce que la recherche sait de la réalité de la reconversion professionnelle en France. Avant de commencer, j'aimerais que l'on s'entende sur les mots, si vous êtes d'accord, leur signification et le périmètre dans lequel notre échange va s'inscrire. Alors, qu'est-ce que c'est la reconversion professionnelle ? Eh bien, c'est ce qu'on entend généralement dans le sens commun par reconversion. Une reconversion professionnelle, ça correspond à un changement radical de métier, de statut, qui va transformer les activités, exercer les conditions d'exercice, voire même les conditions de vie de la personne. Alors, les reconversions, elles peuvent être choisies. Elles peuvent être contraintes par des événements externes propres à l'organisation de travail, un licenciement par exemple, mais aussi par des événements personnels ou de santé. Elles peuvent être aussi incitées dans le cas de métiers en tension. Elles peuvent être anticipées ou non, arriver de façon brutale sans que la personne ait pu les envisager à l'avance et dans la durée. En tout cas, les parcours de reconversion, ils résultent le plus souvent de stratégies d'acteurs sociaux qui entretiennent un certain rapport au travail, qui sont pris dans des jeux de leviers, de freins, qui sont insérés dans des réseaux amicaux, professionnels, et qui visent donc à la réalisation de leurs aspirations. La reconversion, elle constitue une forme spécifique de ce que les sociologues appellent des bifurcations professionnelles. Alors, les bifurcations, ça désigne un changement de direction important qui affecte la trajectoire professionnelle, qui est souvent brutale et qui n'était pas prévisible ou était peu prévisible à l'avance. Voilà, un petit peu à la façon d'un turning point, dit-on, un moment de bascule en fait entre la vie d'avant et la vie d'après. Et ça a des conséquences durables sur la carrière de la personne. Donc derrière la bifurcation, il y a une idée d'imprévisibilité et d'irréversibilité. On pourra difficilement revenir à la situation antérieure. Alors après, il me semble qu'il y a 2 autres termes qui méritent d'être posés d'emblée. Sur un registre socio-économique, il y a celui de mobilité. Les mobilités professionnelles, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des mouvements de main-d'œuvre qu'on observe sur le marché du travail. Elles peuvent être donc internes ou externes à l'organisation.
Elles peuvent être horizontales quand ça concerne l'activité, mais que ça ne transforme pas le statut ou la position hiérarchique, ou elles peuvent être verticales quand, à l'inverse, donc, on monte ou on descend, on parle de mobilité ascendante ou descendante dans la hiérarchie sociale. Juste pour bien comprendre, par exemple, on a un métier et on va l'exercer dans une autre, auprès d'un autre employeur, ou bien on monte en grade, on devient manager, par exemple, au sein de sa collectivité. C'est ça, tout ça sont des formes de mobilité. Il y a un autre terme qu'il me semble important de poser à un niveau plus psychologique, psychosocial, en tout cas, c'est celui de transition professionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça désigne le passage entre deux situations. Comme un franchissement à dépasser, passer d'une situation à une autre, ça véhicule donc l'idée de mouvement d'un espace à un autre, ça véhicule aussi l'idée d'un écoulement temporel, ça s'inscrit dans une certaine durée, avec l'idée que l'issue n'est pas nécessairement connue. On peut entrer dans une phase de transition sans savoir encore comment ça va se finir tout ça. Ce qu'on définit comme une transition psychosociale en psychologie, c'est un changement marquant la vie de l'individu, qui l'affecte et qui se traduit par des transformations de ses conduites, de ses rôles, de ses représentations. Il y a 3 sources de changement qui sont possibles, qui aboutissent donc à une transition psychosociale. Premier type, c'est un passage normatif d'une situation à une autre, dans une logique sociale programmée. Par exemple, chacun est amené à s'insérer professionnellement à un moment donné de son parcours. Tout le monde passe par là. Chacun est amené à prendre sa retraite, à l'inverse. Bon, donc ce sont des trucs prévisibles ici. Il y a deuxième type, des événements qui vont souvent engendrer une sorte de crise qu'il va falloir surmonter. Donc ça vient modifier le cours des vies. Ça peut être personnel, alors là on voit qu'on est beaucoup plus proche de la reconversion. Ça peut être personnel en lien avec la santé, la famille, ça peut être organisationnel. Voilà. Et le troisième type, ça correspond plus à la nécessité de composer avec les sphères de sa vie. En fait, ce sont des transitions qui visent à rééquilibrer un petit peu les investissements. Voilà. Alors, si on parle de transition, peut-être il n'est pas inutile non plus de distinguer à l'échelle de la vie 2 formes de transition. Celles qui correspondent à une primo-orientation qui concerne les jeunes adultes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience derrière eux, donc qui vont prendre appui sur les projections qui peuvent se faire d'eux-mêmes, voilà, et qui auront à choisir leur formation, leur métier en fonction de ça. Et puis, les transitions que vont vivre des adultes qui, eux, peuvent prendre appui sur leurs expériences, les analyser, qui ont pu se comparer dans diverses situations, mieux observer les autres, etc. Donc, ils ont déjà une pensée réflexive et ils ont déjà construit un certain rapport au travail. Alors, j'insiste pour dire que la transition, elle se situe à un niveau perçu, psychologique. Donc c'est plus une question de changement perçu par la personne que de changement objectif. Ce qui fait qu'aucune transition n'est semblable à une autre, en fait. C'est vécu subjectivement. Voilà. Alors ça a toujours des effets, une transition. Ils sont à la fois positifs et négatifs, c'est souvent les deux. Positif, c'est excitant, c'est enthousiasmant, etc. Négatif, ça mange une énergie considérable, ça génère un peu d'inquiétude, un peu de doute, etc. Donc c'est un coût psychologique. On l'a vu avec les interviews. Absolument. Absolument, et ce coût, on ne le mesure pas toujours très bien à l'avance, on découvre au fur et à mesure, il se déploie différemment selon les étapes de la transition, voilà. Et pour faire face à ce bouleversement et pour arriver à se mouvoir dans des situations qui sont finalement souvent conflictuelles, eh bien, il est important de pouvoir mobiliser des ressources. Des ressources personnelles en soi, d'analyse, de réflexion sur soi, mais aussi des ressources chez les autres, des soutiens, des dispositifs, de développer des stratégies, etc. Ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on peut trouver dans les accompagnements aux transitions qui sont proposés par des professionnels, qui vont aussi faire réfléchir les personnes au vécu subjectif des tensions qui peuvent exister entre ce que la personne était et ce qu'elle voudrait devenir. Ça se travaille, ça se construit, ça s'élabore en fait.
Ok, merci beaucoup. C'est déjà un premier éclairage très enrichissant. Vous avez commencé à nous le dire. On comprend que la discipline dans laquelle vous intervenez est celle de la psychologie. Qu'est-ce que ça implique sur la matière que vous allez nous partager ? Alors, peut-être je vais préciser un petit peu ce qu'on entend par psychologie et sur quelle psychologie moi je travaille. Donc, la psychologie, c'est une discipline qui est centrée sur les activités mentales, les représentations, les processus, etc. Et puis sur les conduites effectives. Et moi, il se trouve que je suis enseignante et chercheuse dans un domaine d'application spécifique de la psychologie qui concerne l'orientation tout au long de la vie, de tout petit à l'aube de la fin de vie, on peut dire, voilà. Et donc, je m'intéresse aux conduites d'orientation qui sont mises en œuvre donc, à l'égard de la formation, du travail, et plus globalement dans le cadre du développement de carrière, donc tous les choix de carrière qu'on va accomplir au cours de sa vie. Et je m'intéresse aussi donc, à des phénomènes mentaux qui entourent tout ça. Les phénomènes mentaux qui précèdent ces conduites d'orientation, donc les représentations mentales, les anticipations, les projections, les intentions d'avenir, les processus de prise de décision. Je m'intéresse aux phénomènes mentaux qui accompagnent les conduites, par exemple des processus d'ajustement à une situation professionnelle, d'intégration professionnelle, de réflexivité pour réfléchir sur ses expériences et en tirer parti. Les processus émotionnels aussi qui accompagnent tout ça, ils sont nombreux, c'est évoqué aussi dans vos podcasts. Et puis également les phénomènes mentaux qui sont consécutifs aux conduites d'orientation, notamment tout ce qui relève, enfin c'est continu, la construction identitaire, c'est très important parce que quand on change quelque chose dans sa vie, eh bien, il faut le changer aussi sur le plan mental. Donc c'est ainsi que Schlossberg avait défini la transition. On change son rôle perçu, on change son monde présumé, on ne voit plus les choses pareilles et donc il faut ajuster tout ça. Donc c'est aussi des processus de recherche d'une continuité, parce que ça c'est un besoin aussi naturel d'entretenir une certaine fidélité à soi. Donc quand le cadre a changé, faut le rétablir ailleurs, voilà. Et puis de donner du sens à ce qu'on vit, quoi. Donc ça, ce sont plus des processus qui interviennent en cours de route ou dans l'après-coup. De quand date à peu près ce mouvement de la reconversion professionnelle Je ne saurais le dater précisément. Je vais évoquer quelques éléments de cadrage, on va dire. Bon, on peut dire que depuis ces 25 dernières années, grosso modo, les notions de transition, de bifurcation et de reconversion sont arrivées un peu sur le devant de la scène. Alors elles sont liées à des évolutions sociétales. Ce n'est pas les individus qui changent tout seuls dans leur coin, c'est tout un contexte qui évolue et qui transforme les parcours professionnels. Le marché du travail, donc, il s'est internationalisé, il s'est caractérisé progressivement par une montée de l'individualisme. Les organisations structurent moins le travail des salariés. On demande beaucoup plus aux salariés eux-mêmes de devenir les entrepreneurs de leur propre vie, selon l'expression consacrée. Voilà, il y a des phénomènes de quête de sens qui sont venus aussi se greffer là-dessus, et puis une précarisation généralisée aussi des emplois, ce qui fait que tout le monde n'est pas dans la même situation confortable vis-à-vis de l'emploi, et je reviendrai assez longuement là-dessus. Il y a des inégalités très importantes en la matière. Alors, il y a plusieurs tendances lourdes qui ont affecté les vies socio-professionnelles. Certains auteurs ont parlé notamment de déstandardisation des carrières pour rendre compte du fait que les étapes des carrières sont beaucoup moins prévisibles qu'elles ne l'étaient avant. Aujourd'hui, tout est possible à tout moment, en gros. Voilà, ça va dans tous les sens. Donc c'est moins normé, c'est moins prévisible, c'est moins normé par l'âge aussi. On peut revenir en formation à 60 ans, voilà. On parle aussi d'une déchronologisation des parcours. Il y a des allers-retours maintenant entre des états qui jadis se succédaient. Je commence une formation, je vais travailler un peu, je retourne en formation, je peux tout faire dans tous les sens, voilà. Il y a une désynchronisation des sphères de vie
aussi. Après, il y a d'autres évolutions, les nouvelles technologies, évidemment, qui ont permis la banalisation de nouvelles formes d'organisation, du travail, de mobilité, qui permettent à chacun de travailler, d'étudier à distance, par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est porteur de contraintes, de tensions, d'opportunités, c'est propice au développement, mais c'est inégalement réparti dans la population. Alors, quelques chiffres peut-être pour éclairer la génération on va dire de mes parents. Donc, voilà, on prévoyait qu'ils changeaient de métier à peu près 1,5 fois, 2 fois au cours de leur vie. Aujourd'hui, la génération qui est la mienne, peut-être la vôtre, on en est à 4 fois au cours de la vie. Et on prévoit pour ceux qui ont 20 ans aujourd'hui de changer de métier, d'activité ou de domaine d'activité plus de 12 fois. Alors, ce sont des projections, voilà, qui sont avec ce que ça peut avoir d'imprécis et de hasardeux, mais quand même, ça donne un ordre d'idée, quoi. Ça se démultiplie. Ça me semble effectivement assez important si on parle bien de métier, c'est-à-dire pas seulement d'employeur. Oui, alors ici, je ne saurais être vraiment catégorique là-dessus, mais c'est plus en termes de mobilité, je pense, que de métier. Voilà, on ne parle pas de 12 reconversions au cours de sa vie professionnelle, mais plus de mobilité. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Voilà. On est dans le cadre de parcours professionnels qui se sont délinéarisés. Voilà. Avec de nouvelles formes transitionnelles aujourd'hui. Donc on peut sortir temporellement de l'espace professionnel pour un arrêt maladie, un congé parental, un voyage, une expérience, une reprise d'études, une alternance, une période de chômage, un changement de fonction, d'emploi. Voilà. Donc d'un point de vue théorique aussi, ça a changé nos conceptions de la vie professionnelle. On ne la voit plus du tout comme une série d'étapes normées, indépendantes des autres sphères de vie, mais on a aujourd'hui une conception dynamique des identités multiples qui se construisent et se réaménagent au cours de la vie professionnelle et au fil des expériences de vie. On appréhende aussi le sujet dans sa globalité en prenant bien en compte toutes ces sphères de vie et la manière dont les personnes conjuguent, en fait, font conjuguer ces différentes sphères de vie. Et puis, on perçoit les personnes comme en développement, elles peuvent changer, elles peuvent apprendre. Donc, on est dans une conception processuelle des parcours, systémique, plutôt que linéaire et causale. Voilà. Aujourd'hui, on parle peut-être un peu moins, encore que ce terme peut apparaître dans les interviews que vous avez faites, vous, mais on parle un peu moins de vocation que d'adaptation aux opportunités, de construction identitaire, de sens, de choses comme ça. Vous voyez, plus de choses construites par la personne que de sorte d'un appel naturel voilà, auquel la personne répondrait. Tout à fait, tout à fait. Alors, quelques chiffres encore, si vous m'autorisez cela. En 2015, il y a une enquête faite par l'INSEE qui montrait que 22% des personnes en emploi et âgées de 20 à 50 ans avaient changé de métier. Et 13% déclaraient souhaiter vouloir le faire. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, une autre enquête faite par le CEREC relève que changer de métier est le fait de 33% des salariés. Et sur ces salariés qui changent de métier, 4 années plus tard, on constate qu'un tiers d'entre eux seulement a réussi sa reconversion professionnelle. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Donc réalité. Ça ne concerne pas tout le monde. Il y a alors d'abord, ça prend du temps, on va le revoir, mais ça prend du temps et parfois ça nécessite de s'y reprendre à plusieurs fois. Il y a des temps de latence, etc. Et puis il y a des aléas en cours de route, des financements non obtenus, enfin des difficultés diverses qui font que ça peut se compliquer. Dernière enquête, celle de BVA, réalisée en 2023, qui indique qu'en France, 46% des actifs ont déjà envisagé, initié ou réalisé une reconversion professionnelle. Envisager, initier ou réaliser, ce n'est pas tout à fait pareil. Et un actif sur 5 se questionne sur la possibilité de s'engager dans une reconversion. 1,4 million de mobilités entre 2 emplois recensés en France entre 2019 et 2022.
On observe aussi des différences selon les pays. Elles sont plus nombreuses sur le continent nord-américain. Elles sont moins nombreuses dans certains pays européens comme l'Italie ou l'Espagne où il y a moins de dispositifs d'accompagnement, les personnes sont moins aidées à ça. Voilà, mais les besoins de reconversion vont aller grandissant du fait des évolutions économiques. Il y a des métiers en tension, il y a une transition écologique aussi qui est en marche, même si elle démarre timidement. Et donc, il va y avoir encore des évolutions à prévoir. Est-ce que vous avez une idée un peu des profils des personnes qui se lancent dans la reconversion professionnelle? Je ne sais pas, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de sexe, en termes d'âge, d'origine géographique, des choses comme ça? On a un peu de données sur ça? Oui, alors je vais vous donner quelques tendances qui ont été relevées dans la littérature, qui sont plus ou moins récentes, on va dire autour des 5 dernières années. Si je m'appuie, je vais peut-être commencer par les raisons de la reconversion, qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs selon les publics. Selon le sondage BVA 2023 dont je vous parlais, une des premières raisons de reconversion, c'est l'ennui. L'ennui ou le burn-out. Donc ça éclaire un peu sur qui aussi. Voilà, ou une pression excessive. Donc avec les conditions de travail qui sont très importantes quand même dans ce qui motive les gens. Et ce qui motive les gens, c'est souvent la quête de sens, plus de liberté aussi. Voilà, l'envie d'apprendre parfois autre chose. Voilà. Alors qui ça concerne? Ça concerne moins les plus diplômés et les plus âgés. Pourquoi? Parce que quand on est plus âgé ou qu'on est plus diplômé, on a sans doute plus à perdre avec une reconversion. On a atteint un statut, un niveau de vie, etc. Voilà, donc ça questionne davantage. On est peut-être davantage attaché à conserver ce qu'on a pu construire. Une forme de confort. Une forme de confort, oui, puis objectivement un moindre coût, un moindre différentiel finalement entre la situation qui est la nôtre et celle que l'on vise. Ça concernerait un peu plus les hommes que les femmes, et quel que soit l'âge. Ce que ne révèle pas du tout le podcast, voilà. Non, mais il n'y a vous qu'un ne visiez seul homme. pas la représentativité non plus. Voilà. Alors après, ça demanderait à être reconfirmé, parce que ça évolue régulièrement, ça c'est une tendance. Alors l'interprétation qui était donnée à cette différence, c'est que les hommes prendraient plus de risques avec leur vie professionnelle, et les femmes assureraient davantage la sécurité, voilà. À voir, à mon avis, c'est quelque chose qui peut bouger, ça. Le mi-temps de la vie professionnelle serait la période la plus propice, donc autour de 35, 40 ans, 45 ans, voilà. Avant, on est un peu jeune, mais ça, c'est en train de bouger, ça se met en place de plus en plus tôt. Et puis après, c'est plus compliqué, donc, parce qu'on a vu qu'on remettait en cause beaucoup de choses. Ça serait plus facile quand on n'a pas d'enfant, voire quand on n'est pas en couple, encore que le couple ne soit pas un frein, mais c'est sûr qu'on se sent plus libre quand on a moins de personnes à penser. Alors après, il y a aussi des secteurs professionnels qui sont plus courus, plus attractifs, comme les métiers passion. Voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire, l'artisanat, les métiers de bouche, un certain nombre de choses comme ça qui sont assez attractifs, notamment pour les professions intellectuelles supérieures ou intermédiaires. C'est souvent ce qu'on observe comme mouvement. Alors après, il y a aussi des différences selon l'origine géographique, en tout cas la région géographique d'exercice. Quand on travaille en ville, on a peut-être plus de chances de pouvoir se reconvertir parce qu'il y a potentiellement plus d'emplois possibles. Voilà, l'Île-de-France, par exemple, est propice aux reconversions. Plus d'opportunités. Voilà. Et surtout, il y a des différences selon les professions et les catégories socio-professionnelles. Du point de vue de la fréquence des aspirations, du point de vue des raisons de se reconvertir et du point de vue des chances de réussir sa reconversion, on observe des différences très fortes entre les milieux les moins diplômés, les moins qualifiés, qui sont ceux qui aspirent le plus à la reconversion, parce qu'ils ont des conditions de vie
plus pénibles, ils sont plus usés, ils ont toutes les raisons de vouloir changer. Donc ils sont chez les non qualifiés, ouvriers et employés non qualifiés, ils sont 45%, ils étaient 45% en 2020 en tout cas, à vouloir se reconvertir. Leurs raisons donc sont pas les mêmes, c'est souvent pour améliorer l'ordinaire, avoir des conditions de travail moins pénibles, gagner un meilleur salaire, mieux articuler les sphères de vie, etc. Et ils ont moins de chances de réussir leur reconversion. On considère qu'ils ont à peu près 2 fois moins de chances de la réussir, 2 fois moins de chances que les cadres. Les cadres qui sont moins nombreux aussi à aspirer à la reconversion, ils sont à peu près un peu moins de 30%, les cadres. Donc vous voyez combien c'est inégalitaire. Et alors ce qui est assez paradoxal, c'est que ceux dont on parle le plus dans les médias, ou même dans les cas qui sont les vôtres, eh bien ce sont souvent les plus privilégiés, les plus montrés, les plus spectaculaires aussi. Mais il y en a de toutes sortes bien plus modestes qu'on ne l'imagine. Alison, Alcidia, Augustin, Mathilde et Marie, j'aime bien dire leur nom, ont pour point commun tous les 5 d'avoir réussi à changer radicalement de métier et d'en être satisfaits ou satisfaites. Est-ce que c'est majoritairement le cas des personnes qui sont dans cette situation ? Alors, selon les chiffres dont on dispose, les dernières enquêtes systématiques qui ont été menées, on considère qu'il y a à peu près un tiers de ceux qui aspirent à la reconversion, qui arrivent à le faire dans le temps escompté initialement. Pour d'autres, il faut revenir en arrière, finalement renoncer en cours de route, différer, voilà. Donc souvent, la reconversion, elle s'enracine dans une insatisfaction qui peut être plus ou moins forte. En général, on veut mieux que ce qu'on a d'un certain point de vue. Voilà. Donc l'insatisfaction, elle a des causes diverses, mais c'est ça le point commun. Et après, on va observer, c'est aussi un point structurant, ça a été observé dans plusieurs travaux, plusieurs phases à la reconversion. On en dénombre généralement 5 à peu près. Le premier moment, c'est celui où on prend acte de l'insatisfaction. Le second moment, c'est se désengager du travail exercé. Ça n'est pas rien non plus. Le troisième moment, c'est une réflexion, une maturation. Ensuite, on formule le projet qui va mener à une prise de décision. Et puis, on va se réengager dans une nouvelle situation professionnelle. Alors, sur l'insatisfaction professionnelle initiale, c'est souvent des gens qui se sentent pas assez à leur place ou de moins en moins à leur place dans leur travail. Alors, ou bien parce qu'ils considèrent que leur orientation n'était pas optimale, elle a été imposée, ou bien il y a un désajustement entre la formation initiale qui est la leur et puis la profession à laquelle ils ont accédé, ou bien il y a une usure professionnelle, ou bien il y a un nouveau contexte professionnel. Là, on voit par exemple chez Mathilde, elle parle d'une forme de mal-être grandissant. C'est pas insupportable, mais il y a quand même quelque chose qui se durcit au fil du temps. Le dimanche soir, c'est difficile à l'idée de reprendre le lendemain. C'est ça. Donc, on sent qu'il y a quand même une souffrance là qui grandit. Et puis, il peut y avoir aussi un nouveau contexte professionnel. Chez Marie, par exemple, on voit que l'activité de styliste qu'elle exerçait se trouve mise à mal au moment de la crise du Covid, parce qu'il y a un fournisseur, je crois, qui tarde à la livrer, et du coup, elle ne peut plus, elle est obligée de déposer bilan. Voilà. Donc, il y a parfois un coup d'arrêt comme ça. Voilà. Chez Augustin, qui postule à plusieurs emplois, à un moment donné, il a le choix entre 2 postes, il en choisit un, ça ne correspond pas à sa formation initiale, les dés sont jetés, quoi. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui vont amener à quitter le métier. Mais se désengager, c'est coûteux, ça comporte des risques qui varient alors selon le degré de flexibilité des institutions, la position sociale, familiale des acteurs, les aides auxquelles ils peuvent prétendre.
Euh, Ça peut être une période très inconfortable, hein, qui est faite de doutes face à la perspective de quitter une situation professionnelle qu'on connaît, qui est établie, voilà, euh, et qui, avec le risque de vivre un certain déclassement. Hein. On voit cette réflexion chez Mathilde notamment, hein, qui se dit mais est-ce que j'ai fait tout ça pour en arriver là, quoi, toutes ces années d'études, c'était quand même pas facile, etc. Est-ce que je risque pas de tout perdre finalement en me désengageant, hein, donc, Le regard des autres aussi. exactement, peut renvoyer exactement. Tout à fait. Alors les autres jouent un rôle très important à toutes les étapes d'ailleurs ici. Alors, après, il y a la perte de revenus. On voit que pour elle, c'est très important aussi d'être autonome, hein, de pouvoir assurer sa situation financière. Voilà. Donc, repartir à zéro, ça n'est pas sans pression, hein, et ça nécessite aussi, sur un plan plus personnel, de faire le deuil de ce qu'il y avait avant. Alors, dans son cas, c'est facile parce qu'il n'y a pas de regret. D'ailleurs, je crois que dans vos cas, il n'y a pas souvent de regret. Mais parfois, on peut se sentir tiraillé. J'en ai vu, moi, j'en ai rencontré des personnes comme ça qui sont tiraillées entre des milieux professionnels parfois radicalement différents. Voilà, et on sent que l'identité, elle est partagée entre tout ça. Il y a des phénomènes qui sont intéressants, qui ont été étudiés d'ailleurs aussi. C'est comment on va aller chercher dans les anciennes professions, les anciennes activités exercées, des éléments dont on va se servir dans la nouvelle activité, en fait. Et alors, c'est plus qu'assurer des formes de continuité, c'est aussi réutiliser des compétences qu'on avait, etc. Donc, voilà, c'est très important aussi de rendre ça cohérent, vivant, et de continuer à faire fructifier finalement ce dans quoi on a investi, ce qui nous a construit aussi initialement. Alors, il y a des stratégies, hein, qui sont mobilisées aussi pour réduire les risques. Par exemple, exercer temporairement les deux activités en même temps. On l'a vu aussi, hein, chez certains, comme Mathilde par exemple, solliciter de l'aide auprès des familles, ça c'est un cas courant. Hein. Bénéficier de dispositifs institutionnels d'accompagnement, c'est le cas aussi. Alors, s'engager vers un nouveau métier, ça passe aussi bien souvent par la formation. Certains métiers rendent ça indispensable. Les métiers à fort patrimoine, vignerons, par exemple, la technicité élevée, les artisans, il y en a, hein, voilà, qui nécessitent donc de faire reconnaître de nouvelles compétences. Alors, c'est important parce que ça permet aussi de s'intégrer progressivement dans une nouvelle communauté professionnelle. Donc ça s'apparente à un laboratoire de transformation identitaire, en fait. On va s'acculturer progressivement à un nouveau métier par l'acquisition d'un vocabulaire, de gestes, d'activités, l'adhésion à un système de valeurs, des choses qu'on va partager avec des pairs qui font partie de notre nouveau monde. Le diplôme vient aussi asseoir une forme de légitimité, je pense, pour en tout cas les interviewés. Alcidia, par exemple, nous parle de ça. Elle nous explique qu'effectivement, avec ce diplôme, ce CAP, elle entre dans la communauté effectivement de la cuisine, de la gastronomie, tout à fait. Oui, puis il y a des rencontres fortes, hein. On parlait du rôle des autres, mais on le voit bien. Je pense à Augustin aussi, qui parle du patron, hein, Ouais. qui va le former, lui et son ami, qui deviendra son futur associé. Tout à fait. Voilà, donc il y a des personnes, il y a des figures phares comme ça. Il y a aussi chez Mathilde l'amie, qui va lui prêter son matériel, qui va lui permettre de l'accompagner. Donc il y a aussi des situations de formation plus informelles, je dirais, comme ça, mais qui sont extrêmement structurantes pour les personnes, quoi, hein, voilà. Dans des cas de transmission ou d'expérience partagée, je pense à Marie, qui vit cette aventure en même temps qu'une amie. Donc elles font le chemin ensemble. Oui. C'est l'amie qui lui en parle au début, et voilà, quoi. Alors, si on revient sur les raisons qui conduisent à une reconversion professionnelle, il y a des noms qui leur ont été donnés, hein, qui sont un peu éclairantes. Alors, il y a deux sortes de raisons. Il y a les raisons externes, par exemple la reconversion promotion, quand on cherche à se requalifier socialement,
qu'on estime qu'on n'est pas notre juste valeur dans l'emploi qu'on occupe, hein, et qu'on veut une meilleure reconnaissance, etc. On veut se repositionner professionnellement. Ou une reconversion stabilisation, quand on a été un peu déstabilisé par des événements qui ne dépendent pas nécessairement de nous et qu'on veut asseoir quelque chose, voilà, qui peut pérenniser un petit peu la situation qu'on occupe. Donc ça, c'est assez éloigné de vos cas. Mais Ça existe. ça existe, et c'est majoritairement, c'est ce qu'il y a de plus important en Ok. réalité. Les raisons plus personnelles, c'est la reconversion équilibre, quand on cherche à rééquilibrer les sphères de vie, en souvent cherchant à travailler un peu moins ou dans des conditions différentes, quelque chose qui permet de mieux juguler finalement les différentes sphères de vie, hein. C'est le cas par exemple les enseignantes en deuxième carrière, hein, qui travaillaient beaucoup, qui cherchent un métier qui leur permet de passer plus de temps comme elles l'entendent, les infirmières qui à l'inverse décident de quitter leur profession parce que c'est trop, etc., etc. Et puis, il y a la reconversion passion. Alors là, on est chez vous totalement. Donc c'est une espèce de force intérieure là qui va rechercher un sentiment d'accomplissement, et on n'est pas loin de la vocation, hein. C'est cette petite voix qu'on entend, c'est là que je dois aller, allons-y, voilà, je sens que c'est quelque chose qui est fait pour moi en tout cas en ce moment, et il y a un appel très fort. Donc, alors ça peut être répondre à une vocation contrée, hein, quand on n'a pas pu réaliser pleinement quelque chose qui nous tenait à cœur. Alors, je crois qu'il n'y a pas trop ça dans vos cas, mais on peut trouver ça chez certains. Moi, je l'ai rencontré, des musiciens, des artistes, des choses comme ça, qui ont cru bon de suivre d'abord une voie plus raisonnable, on va dire, plus respectable, plus confortable, etc. Puis qui, à un moment donné, se dit, allez, maintenant j'ai les diplômes, j'ai tout ça, il faut que j'y aille, il faut que j'essaye. Chez vous, c'est plutôt en cours de route, chez vous, dans les cas que vous avez recueillis, c'est plus des découvertes en cours de route, hein, voilà, de choses qui étaient un peu enfouies ou qui étaient considérées comme loisirs ou comme, voilà, en dehors de la sphère professionnelle, ou voilà, qui vont se révéler et qui vont devenir à un moment donné importantes et prendre le pas sur le reste, ce qui avait été fait avant. Voilà, donc ça s'exprime comme un manque, voilà, qui devient à un moment donné trop pesant pour qu'on l'ignore, quoi. La notion d'opportunité qui se présente, qui peut prendre plusieurs visages, donc une personne, une rencontre, une occasion, un truc, voilà, c'est fortuit souvent, mais il y a cette propension à s'en saisir. Chez certains individus, d'autres seront confrontés aux mêmes opportunités, les laisseront passer, hein. Donc c'est une sorte d'appel, hein, d'une perspective nouvelle pour qui sait l'entendre, parce qu'elle vient rentrer en résonance peut-être avec une disponibilité ou une intention préalable du sujet. Alors, il y a l'importance des autres, donc les autres qui vont réagir tout au long de la reconversion souhaitée, et parfois d'ailleurs vont réagir différemment. Alors on le voit dans les cas que vous avez interviewés. Mathilde, son amie l'encourage, mais ses parents ne sont pas chauds. C'est le cas aussi pour Augustin. Évidemment, des parents qui ont investi dans une formation, qu'elle y croit, et puis tout à coup, tout ça est remis en question. Alors voilà, mais souvent les parents et les proches, même si leur position bouge au cours de la reconversion, ils finissent par se rallier du côté de la personne, et si au début ils résistent un peu, souvent ils soutiennent de toutes les façons possibles. Voilà. Alors dans les réseaux d'amis et dans les réseaux professionnels, il peut y avoir des réactions différentes là aussi. Alors Mathilde, elle nous dit, elle nous raconte quand elle annonce à son responsable hiérarchique, et puis ensuite à ses anciens collègues, elle garde d'excellentes relations avec chacun comprend, chacun est curieux, l'encourage, etc. C'est magnifique. C'est pas toujours le cas, hein, voilà. Et alors parfois, ça crée d'ailleurs des ruptures relationnelles. Quand les autres ne suivent pas, ça peut être l'occasion de distendre un peu la relation, hein, voilà.
Donc les autres, c'est important. On se voit évidemment à travers le regard des autres, et c'est pas anodin, hein, ce qu'ils peuvent renvoyer sur les reconversions vécues. Alors toujours sur les autres, il y a une figure particulière, c'est celle du passeur. Le passeur sont les travaux sur la bifurcation qui ont montré un peu son rôle. C'est une personne qui va aider à franchir le cap de la reconversion, symboliquement ou concrètement. C'est celle qui sait, parce qu'elle l'a déjà fait, parce qu'elle appartient au monde convoité par la personne. Donc, elle va représenter un modèle, une source d'inspiration. C'est l'amie de Mathilde, hein, qui lui prête son matériel, qui l'initie, etc. Donc c'est vraiment la personne qui va faire passer sur l'autre rive, hein, qui va aider à franchir une frontière en donnant des clés, en ouvrant des portes, en accompagnant donc symboliquement et concrètement. Alors la bifurcation, dans tous les cas, elle se construit dans le temps. Parfois c'est un temps très long, avec des phases inégales. Souvent, d'ailleurs, dans vos interviewés, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est plus que ça. Il y a le temps de la formation, il y a le temps de la maturation, il y a le temps de tout ça, il y a le temps de l'installation après. Donc c'est assez difficile à chiffrer. Ça change. Dans l'aspiration, dans le projet lui-même, ça évolue en cours de route. Donc, il y a de la place pour les doutes aussi. Il y a de la place pour les doutes, pour les arrêts, les aléas, les remaniements, les revoir à la baisse, revoir autrement. Donc ici, il serait malvenu de partir bille en tête. Il faut laisser le temps faire son effet aussi. L'adaptation des stratégies en cours de route. On entend beaucoup ça dans les discours, notamment d'Alcidia, d'Alison aussi. Ouais. Elle raconte ça. Ouais. Et ça fait partie, je pense, du cheminement. C'est-à-dire la capacité, en effet, à endurer, à être résilient, c'est-à-dire en dépit des obstacles. Je crois que c'est Alison qui voit sa demande de financement refusée. Donc il faut qu'elle trouve d'autres solutions, etc. Donc il y a des obstacles qui vont se dresser. Il faut leur donner une réponse. Il faut donc on remet à l'ouvrage son affaire, etc. Donc c'est aussi une histoire, d'inventer des solutions au fur et à mesure et tenir dans la durée. Tenir, oui. Moi j'ai beaucoup remarqué ça. Tenir. Une énergie, une ténacité, une volonté, une force assez importante. Ouais. Une bonne dose de détermination aussi. Ouais, tout à fait. C'est ça qui m'a frappée. Moi, je les ai trouvés très beaux, vos podcasts, parce que c'est la force des témoignages authentiques et vivants, de donner de la chair à ce qu'on sait par ailleurs dans des livres de façon moins habitée. Il y a moins d'émotions. Alors, on voit aussi la place du doute, la place des questionnements, des petites voix intérieures, parfois un peu conflictuelles. On voit donc les obstacles. Mais ce qui m'a frappée, moi, c'est la combinaison d'élan. On sent ça aussi chez Alcidia, c'est aussi une force incroyable. On sent un truc. Donc un élan vital, une capacité à entrer dans l'action aussi qui est assez partagée par tous, à foncer. L'endurance, la détermination, la curiosité. La curiosité, la propension à la passion, parce qu'ils s'enthousiasment aussi, ils sont complètement dans ce qu'ils font. La place des émotions aussi, c'est Alcidia qui parle d'ouragan émotionnel. Mathilde qui dit, on ne dit pas assez ce que ça fait d'un point de vue émotionnel. Ils sont tout ça. Ce qui m'a frappée aussi dans l'histoire de vos interviewés, c'est qu'ils ont tous réalisé beaucoup de choses avant et pendant en même temps. Ce sont des personnalités qui sont engagées dans la vie. Augustin, donc, il va dans les prisons, il soutient les détenus. Il fait un livre avec des photographies après, une fois. Marie, elle est mannequin en même temps qu'elle est styliste pour financer ses études. Alison, elle est serveuse en Angleterre. Elle côtoie aussi un milieu artistique là-bas. La vidéo chez Mathilde qu'elle pratique. On sent qu'il y a une propension à l'activité, à essayer des choses différentes. Alors, chez Alison aussi, il y a la maternité qui vient après la reconversion, mais qui est vue un peu dans une perspective similaire, comme une aventure.
hein, Tout à voilà. fait. Donc il y a une transposition un peu dans la sphère familiale finalement de ce défi. Comme une évidence n'a pas pour objectif de dresser une représentation fidèle de l'état de la reconversion en France. Quand j'ai réfléchi à l'idée de ce podcast, il était important pour moi de permettre aux personnes qui nous écoutent d'écouter l'aventure que peut représenter une reconversion professionnelle radicale, le changement de vie qu'elle implique. Je voulais aussi qu'au-delà des représentations qui peuvent naître lors de l'écoute d'un podcast, il soit possible de retrouver l'activité des invités pour voir concrètement de quoi ils ou elles parlaient. Qu'on puisse, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur un site internet ou aller dans leur restaurant, retrouver ce qu'elles ont concrètement mené. Ces positionnements constituent un biais et orientent forcément le choix des invités. C'est aussi une ligne éditoriale, mais c'est aussi ce qui fait que ces témoignages sont si finalement peut-être différents de ce qu'on peut percevoir de la normalité de la reconversion professionnelle en France. Néanmoins, toutes et tous, vous venez de le dire, ont été mus par le besoin d'être ailleurs. Une petite voix intérieure, une quête de sens, le sentiment d'un mal-être et une énergie incroyable. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le parcours des autres personnes en reconversion ? Alors sur cette question, je pense que je suis moins outillée que vous. Parce que vous avez orienté vraiment vos interviews de telle sorte que tout ça puisse s'exprimer beaucoup. Voilà, mais compte tenu de ce qu'on sait sur les chiffres, je pense que ni votre expérience ni la mienne n'est suffisante pour tirer des traits, voilà. Parce qu'il y a l'approche quantitative qui va tirer des chiffres, voilà, des constats comme ça. Et puis, il y a des approches beaucoup plus approfondies qui vont extraire des aspects particulièrement signifiants. Relier les deux, pas évident, donc je ne m'y risquerai pas. Une question récurrente du podcast est de connaître la place du Covid dans le parcours des invités. Et le Covid n'est pas forcément un élément déclencheur. Mais à une exception près, il est une période au cours de laquelle se jouent de nouvelles expériences. Avez-vous constaté un avant-après Covid dans les choix, dans les besoins de reconversion, et là peut-être dans une vision un peu plus macro des choses ? De façon générale, ce qu'on a noté, c'est que le Covid avait eu pour effet de révéler, rendre encore plus présent aux personnes ce qu'elles avaient déjà en elles avant. Donc c'était un accélérateur pour beaucoup. Alors en théorie, on a parlé de choc de carrière. Choc de carrière pour désigner, sous l'effet d'une crise externe et assez exceptionnelle comme l'a été le Covid, une réflexion intense sur sa carrière. Finalement, qu'est-ce que je fais là ? À quoi ça sert ? Est-ce que je vais continuer comme ça, etc. Alors ça, on l'a observé souvent, ce choc de carrière. Alors pour certains, ça a pu se traduire par des reconversions, et notamment ceux dont les secteurs professionnels étaient touchés. Je pense à l'hôtellerie-restauration, par exemple. Donc on a observé d'un point de vue chiffre, ici, une augmentation du nombre d'actifs ayant mené à bien une reconversion en 2023, par exemple, par rapport à 2022. On a vu une hausse de 5 points, mais c'est parce qu'ils se trouvaient dans des secteurs qui les poussaient peut-être à faire ça. Chez d'autres et dans d'autres secteurs, on a trouvé pendant le Covid une tendance à différer. L'intention de se reconvertir parce que la période était jugée trop risquée. Okay. Donc un report sur après, ce qui peut expliquer aussi l'augmentation qu'on vient de repérer maintenant. Je m'intéresse à la place du travail dans notre vie et, comme une évidence, me permet d'y réfléchir et de découvrir des manières de faire. À travers vos travaux, qu'observez-vous de l'évolution de la place du travail dans nos vies ? Alors, ce ne sont pas forcément mes travaux personnels à moi, mais des travaux qui me semblent annonciateurs en ce moment de tendances un peu fortes. Je vais en signaler 3, si vous le voulez bien, très vite. Premier phénomène étudié, les phénomènes générationnels, ce qu'on appelle la génération Z. La jeune génération, donc ceux qui sont nés entre 1996 et 2010, qui est décrite comme particulièrement éprise de liberté,
centré sur un court terme plus immédiat, qui entretient des rapports au travail et à la vie un peu spécifiques par rapport à leurs aînés. Donc ils sont nés dans un contexte particulier, avec du terrorisme, des catastrophes, des transformations diverses, qui seraient, pour le dire en un mot, plus désireux de réussir leur vie que de se construire par leur travail. Donc ils chercheraient des missions leur offrant des possibilités d'apprentissage plus qu'un métier, des organisations conformes à leurs valeurs, envers lesquelles ils se sentiraient peut-être moins engagés que leurs aînés. Voilà, donc beaucoup semblent privilégier le travail par passion. Des sondages disent 43% des 18-24 ans par rapport à 33% de leurs parents. Voilà, ils seraient aussi attentifs aux questions de société, les questions de transition écologique par exemple, les questions d'égalité. Voilà, ils sont dépeints aussi comme un peu plus désenchantés et résilients. Bon, alors tout ça, ce sont des tendances générales, il faut toujours être prudent par rapport à ça, mais à suivre, parce que quand même, il y a des bouleversements sociétaux importants qui risquent de marquer un peu. Deuxième phénomène sur lequel je souhaitais m'exprimer, c'est le phénomène qu'on commence à désigner par le terme de bifurcation plus précoce. Il semblerait que les jeunes aujourd'hui soient soucieux plus précocement que leurs aînés de changer quelque chose de leur vie et de leur vie professionnelle. Donc ils se posent des questions de plus en plus tôt. Alors en 2023, selon un sondage, 32% des 18-24 ans et 23% des 25-34 ans se poseraient des questions sur une réorientation possible. C'est énorme, hein. C'est énorme, Plus de mais la moitié. c'est assez attesté par des chiffres, hein. La fréquentation de coachs, etc., se fait aussi plus précoce, les questionnements. Alors, il y a aussi, et on commence à en parler un peu, mais un burn-out qui touche les jeunes diplômés, qui sont particulièrement vulnérables parce que ce sont leurs premières expériences professionnelles, ils n'ont pas encore beaucoup de recul, et donc ils ne mesurent pas très bien l'investissement qui est le leur dans le travail. Donc, vous voyez, il y a, d'un côté, on dit la génération Z qui est moins tentée de sombrer dans une trop grande dépendance à l'égard du travail, etc., qui veut préserver sa vie personnelle. Puis d'un autre côté, il y a des attitudes vis-à-vis du travail qui mènent de plus en plus tôt au burn-out. Alors le troisième élément que je voulais évoquer, c'est la question des carrières durables, et des carrières, on parle de carrières éthiques aussi. Ça commence à frémir un peu dans le milieu aussi de l'orientation. Faut-il s'orienter, choisir les métiers en fonction de l'environnement, en fonction du bien-être collectif, ou juste en fonction de ses aspirations personnelles? Et il y a un petit questionnement, alors tout le monde n'est pas à égalité par rapport à ça, c'est encore très minoritaire, mais ça commence. Ça commence avec des injonctions aussi à réfléchir à certains métiers en tension, à réfléchir aux impacts, hein, des choix de profession pour le collectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour votre disponibilité et tout ce que vous nous avez appris. Merci. Cet épisode vous a plu et vous avez envie de soutenir le podcast. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et déposer vos commentaires accompagnés de 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence. Pour partager vos réflexions, vos réactions, poser des questions et même proposer des portraits, rendez-vous sur LinkedIn ou Instagram. Merci pour votre soutien.